La ville romaine tardive, de magnifiques temples, de vastes forums, plus impressionnants et splendides que ce que beaucoup de villes modernes ont à offrir. Un superbe style architectural, de nombreuses statues partout, souvent recouvertes d'or, une incroyable quantité d'art classique, beaucoup de gens se promenant dans les rues, des commerçants occupés, des aristocrates riches, puis les immenses thermes, lieux de rencontre de milliers de personnes, inégalés dans leur grandiosité, puis d'immenses bibliothèques, de gigantesques théâtres et amphithéâtres. En bref, lorsque nous pensons à la ville romaine tardive, nous pensons aux aspects les plus positifs de la vie romaine de l'époque. Mais était-ce vraiment si agréable à la fin de l'Antiquité? La cité romaine tardive était-elle vraiment aussi belle que nos lunettes parfois romantiques à travers lesquelles nous voyons l'histoire romaine ancienne voudraient nous le faire croire? Lorsque nous voyons des reconstitutions de villes romaines tardives, ce sont généralement des animations informatiques qui se concentrent sur les bâtiments, sur la structure urbaine elle-même. Ils nous aident à imaginer à quoi devaient ressembler les bâtiments d'une ville romaine. De manière appropriée pour notre analyse des villes romaines tardives, la plupart des reconstitutions 3D de l'ancienne Rome sont situées en l'an 320 avant Jésus-Christ, donc déjà dans le bas empire romain. Pourquoi? Car c'est à ce moment que Rome a atteint son apogée en développement urbain. C'était en fait lorsque tous les bâtiments célèbres avaient été achevés. J'ai parlé de cette notion fascinante dans cette vidéo ici. L'empereur Maxence, en fait méconnu de beaucoup, était un bâtisseur prolifique et c'est lui qui a lancé les derniers grands projets de construction impériale à Rome. La basilique de Maxence, le temple de Romulus, un nouvel hippodrome et un mausolée à l'extérieur de la ville. Bien sûr, c'est sous Constantin que la plupart de ces structures ont été achevées et il a pris tout le crédit pour les construire. Mais lorsque nous voyons des animations informatiques de la Rome antique ou d'autres villes romaines, nous devons comprendre que ceux sont des versions idéalisées. Souvent, nous ne voyons même pas les gens, et nous nous concentrons uniquement sur les aspects positifs des villes, à savoir les bâtiments impressionnants et la splendeur impériale. Et en effet, cette splendeur impériale était en partie absolument intacte jusqu'à la fin de l'Empire romain tardif. Par exemple, la ville de Rome semblait toujours absolument magnifique avant les 3 sacs du 5e siècle. Si vous aviez marché à travers l'ancienne Rome en 400 avant Jésus-Christ, tous les bâtiments impériaux étaient encore debout avec toutes leurs belles décorations complètement intactes. Au premier coup d'œil, nous pourrions penser que tout allait bien et que tout allait bien dans le bas empire romain. Et donc, les événements dévastateurs des 80 années suivantes auraient pu nous surprendre si nous n'avions pas regardé de plus près. Mais de la même manière que, par exemple, la ville moderne de San Forisco semble belle de loin, avec sa ligne d'horizon scintillante et brillante, si nous regardons de plus près, alors elle ne semble absolument plus si agréable dans pas mal d'endroits. Ainsi, lorsque nous imaginons les villes romaines tardives, nous devrions essayer de baisser les lunettes romantiques et essayer d'imaginer comment la vie devait vraiment être pour chaque individu. Commençons par le tissu urbain, car en réalité, en 400 avant Jésus-Christ, tout n'était plus aussi brillant qu'on pourrait le croire à première vue. Les temples, par exemple, ces structures grandioses dans lesquelles les anciens dieux gréco-romains avaient été vénérés pendant plus de 1000 ans, ont été ordonnés de fermer par les empereurs chrétiens après Constantin. Surtout après Théodose, cela était devenu permanent et même s'il y aurait des tentatives pour inverser cette politique jusqu'à même sous le tardif empereur romain d'Occident Anthemius, cela ne s'est jamais produit. Et ainsi, ces structures commenceraient lentement à accumuler de la poussière et à se détériorer. Nous pouvons imaginer dans de nombreuses parties de l'Empire, en particulier à la périphérie comme en Bretagne, à Londinium par exemple, l'ancien temple gréco-romain du Forum central était vers le 400e après Jésus-Christ une ruine déserte et n'était peut-être même plus debout car il avait été pillé pour son matériel de construction. La même chose à Lutetia Parisiorum de nos jours Paris. L'ancien temple central fut abandonné face aux menaces de pillage des Alémanies en 260 ans après Jésus-Christ et réutilisé comme matériau pour les murailles défensives. Déjà lors de la crise du IIIe siècle, de nombreuses villes avaient en réalité été partiellement ou totalement abandonnées, en particulier aux marges de l'Empire. Les Agridecumates ont été perdus face aux Alamans peu après 280 après Jésus-Christ. La province de Dacie a été évacuée par Aurélien lui-même, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est déjà pendant la crise du IIIe siècle
que nous avons commencé à voir de plus en plus de décadence se propager dans les villes romaines. Même dans les plus grandes villes de l'Empire, cela était une occurrence courante. Par exemple, des fanatiques chrétiens du début ont détruit le magnifique temple de Sérapis à Alexandrie en 392 après Jésus-Christ. À Constantinople, les anciens temples sur l'agora de Byzance étaient probablement abandonnés et laissés à l'abandon vers 400 après Jésus-Christ. Même à Rome, bastion de l'ancien culte, de nouvelles églises étaient construites avec des matériaux récupérés d'anciens temples gréco-romains en décomposition ou d'autres structures tombées en ruine. Ainsi, la ville romaine tardive était en réalité déjà imprégnée de décadence qui se propageait à une vitesse toujours croissante. Mais même pour l'individu, la fin de l'Antiquité n'était souvent plus une période amusante. Mais avant, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sur la fascinante fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, pensez à soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion YouTube, car la viabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos membres plateformes de financement participatif et YouTube. Et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup, mon ami. Et si vous êtes un passionné de Rome, et les chances sont élevées que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains. Ils ont des bagues de légionnaires, ils ont des bagues avec différents thèmes, ils ont même des pièces de monnaie, des statues, des pendentifs, des attributs et des terres cuites. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est vrai, il s'agit vraiment d'articles faits à la main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, alors allez voir leur assortiment. C'est vraiment incroyable. Ainsi, les villes elles-mêmes commençaient déjà à se dégrader de plus en plus, en particulier les anciennes structures païennes. Mais il y avait aussi des maladies très répandues. En réalité, la ville romaine avait toujours été un puits démographique. Les centres urbains denses de la Rome impériale, même à leur apogée, avaient reconnu plus de décès que de naissances. Et la population des grandes villes devait être constamment renouvelée, avec de nouvelles personnes venant de la campagne. Sinon, les populations de Rome, Alexandrie, Constantinople, Antioche et des autres grandes villes de l'Empire se seraient complètement effondrées en quelques générations. C'est parce que l'hygiène de l'époque n'était pas très développée, pour rester poli. Ainsi, combiner une densité de population élevée comme à Rome et Alexandrie, que j'ai analysé dans ces deux vidéos ici, combiner une densité de population extrêmement élevée de 50 000 personnes par kilomètre carré, ou même plus, avec une connaissance inexistante de la propagation des agents pathogènes, et vous pouvez imaginer que les maladies étaient courantes. Les agents pathogènes pourraient facilement se propager dans les villes romaines, en particulier les thermes, où un incroyable réservoir de nombreux virus et bactéries différents était présent. L'eau des piscines d'eau chaude et froide n'était pas changée très souvent et elle ne contenait pas de chlore comme dans les piscines modernes. Ainsi, toutes sortes de germes pourraient se multiplier facilement dans les eaux des bains romains. Par conséquent, aller au bain était presque une garantie d'attraper une sorte de maladie, ou tout du moins, le système immunitaire aurait été soumis à beaucoup de stress. C'est pourquoi les grandes pandémies de l'Empire romain ont pu se produire si facilement, et pourquoi elles se sont propagées si rapidement. Sur le vaste réseau routier, les gens voyageraient régulièrement dans tout l'Empire, et les villes denses étaient un terrain propice à la prolifération des bactéries et des virus. Il y a eu des épidémies locales, même pendant la République romaine et le début de l'Empire, mais dès les années 160 avant Jésus-Christ, il y a eu la première grande pandémie, puis dans les années 250 la deuxième, et ensuite la peste de Justinien dans les années 540, et ainsi de suite. Mais même en dehors de ces grandes épidémies, il y avait encore et encore des épidémies locales, également le plus souvent dans les centres urbains denses et non à la campagne. Ainsi, la ville romaine tardive était le foyer de nombreux agents pathogènes, et, par conséquent, beaucoup de personnes tombaient constamment malades dans les villes et étaient infectées par toutes sortes de maladies, ce qui augmentait considérablement le risque de décès. Ajoutez ensuite les blessures et les infections, et nous comprenons pourquoi la cité romaine était toujours un lieu de diminution nette de la population. Et ensuite, nous devons imaginer à quel point
une ville dense comme Rome ou Constantinople devait sentir mauvais. Il y avait des latrines publiques dans toutes les villes et, comme on peut l'imaginer, celles-ci n'étaient pas vraiment hygiéniques. L'hygiène en général ne pouvait être pratiquée que par les élites fortunées, qui d'ailleurs évitaient les latrines publiques à tout prix. Il n'y avait pas de papier toilette dans ces latrines, et une sorte d'éponge sur un bâton était partagée. Quelle meilleure façon de propager des maladies que celle-ci. Ainsi, les latrines n'étaient fréquentées que par les classes inférieures qui n'avaient pas d'autre choix que de les utiliser. Parce que dans les grands immeubles romains, les insulae, il n'y avait pas de toilettes. Les grandes domus des classes supérieures avaient leur propre eau courante et toilettes, mais les insulae, les nombreux immeubles des villes romaines, n'offraient pas un tel luxe. Mais bien sûr, parfois, lorsque les gens dans ces insulae devaient vraiment aller aux toilettes, ils se soulageaient dans des pots, et, bien entendu, ne les vidaient pas rarement dans les rues. Heureusement, Rome avait un système d'égout, mais même cela ne pouvait pas faire disparaître magiquement les odeurs indésirables. Ainsi, nous pouvons imaginer à quel point Rome ou d'autres villes de la fin de l'Antiquité devaient sentir incroyablement mauvais. Cela devait être insupportable pour nos nez, que nous ne pouvons bien sûr pas visualiser dans ces magnifiques rendus 3 dimensions de Rome antique tardive ou de Constantinople antique tardive. Cependant, l'odeur variait probablement beaucoup, car les grands espaces ouverts, les foras, ne contenaient pas de latrines publiques, et le vent y prenait plus de vitesse pour disperser les mauvaises odeurs. En général, on peut imaginer que les parties les plus pauvres des villes romaines tardives sentèrent beaucoup plus mauvais que les quartiers riches ou les grands forums impériaux. Et dans les quartiers pauvres des villes, il y en avait beaucoup. En particulier après la crise du IIIe siècle, après que la qualité des pièces romaines se soit détériorée, après que l'inflation ait échappé à tout contrôle, l'écart entre les riches et les pauvres s'est encore accru, un phénomène auquel nous pouvons nous identifier en 7 ans d'inflation élevée. Il y avait donc certainement plus de bidonvilles dans la ville romaine tardive du 400e après Jésus-Christ que dans la ville romaine d'Auguste ou de Trajan. Il y avait certainement aussi plus de sans-abri ou de mendiants à la fin de l'Empire qu'au début de l'Empire. L'économie n'était tout simplement plus aussi bonne qu'il y a quelques centaines d'années auparavant. Et il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre que cela aurait été visuellement assez évident en se promenant dans une ville romaine tardive. Mais pour aggraver encore les choses, les riches exhibaient leur richesse de manière de plus en plus frivole, comme le décrit Ammien Marcellin, le célèbre historien romain tardif qui vécut à Rome durant les dernières années de sa vie, donc dans les années 380 après Jésus-Christ, et décrivit de manière vivante la décadence totale que les riches affichaient partout où ils le pouvaient, d'une manière des plus exagérées. Mais en même temps, vous auriez vu le contraste absolu avec les mendiants et les sans-abri, bien plus encore qu'à l'apogée de Rome. Ainsi, lorsque nous imaginons la ville romaine tardive, il est très tentant d'imaginer Rome comme un phare de lumière au milieu de l'obscurité envahissante du Moyen-Âge, avec ses statues dorées et ses temples de marbre brillant. Mais nous devrions également, pour obtenir une image complète et réaliste, imaginer la ville romaine tardive telle qu'elle était réellement. Oui, il y avait encore de la splendeur. Oui, il y avait encore une magnificence et une beauté impériale. Mais il y avait aussi de la décadence, de la désolation, une pauvreté incroyable et des maladies et la mort qui sévissaient. La ville romaine tardive devait donc offrir un tableau très varié. Les contrastes étaient certainement beaucoup plus prononcés que durant le zénith de Rome, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Alors la prochaine fois que nous imaginons la ville romaine tardive, nous devrions également l'imaginer remplie de gens et avec toutes les bonnes et mauvaises choses qu'une forte densité de population urbaine dans un empire en déclin apporte avec elle. Et si vous êtes intéressé pour en apprendre davantage sur l'apparence exacte de Rome à son apogée, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la splendeur de Constantinople à son apogée, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et bene valete.